fait des recommandations, la première question, il faut savoir pourquoi on fait des recommandations. Et en fait, dans la prise en charge notamment de la gonarthrose, il y a un certain nombre de médicaments qui sont disponibles, des médicaments par voie orale et des médicaments injectables, et on se rend compte que les pratiques d'une spécialité à l'autre, dans une même spécialité d'un praticien à l'autre, peuvent varier vraiment énormément. Et l'objectif, c'est quand même d'harmoniser les pratiques pour que le patient soit le mieux pris en charge. Et donc pour ça, les recommandations nécessitent qu'on regroupe un groupe de travail qui va rassembler plusieurs spécialités, des rhumatologues bien sûr, parce que c'est sous l'égide de la Société française de rhumatologie que les dernières recommandations ont été faites, des orthopédistes, des médecins généralistes, des rééducateurs et des patients. Et avec ce groupe de travail, on va se poser des questions autour des médicaments les plus couramment utilisés dans la gonarthrose. À partir des données de la littérature, on va essayer d'établir un niveau de preuve de tel et tel médicament et savoir comment le placer dans la prise en charge. Tout ça se fait sur la littérature d'une part, et puis sur les avis d'experts et l'expérience des praticiens d'autre part. Les recommandations françaises sur la prise en charge de la gonarthrose, la prise en charge pharmacologique, c'est important, datent de 2019, et elles ont été faites sous l'égide de la section arthrose de la section française de rhumatologie. Et dans la liste des thérapeutiques qui ont été abordées dans ces recommandations, il y a l'acide hyaluronique. Et donc la viscosupplémentation ou l'infiltration intra-articulaire d'acide hyaluronique qui a été abordée. Et la question de l'acide hyaluronique, c'est souvent à quel moment on peut proposer ce traitement aux patients. Et ce qui a été conclu, d'une part, c'est qu'on a rappelé que les acides hyaluroniques étaient efficaces et que cette efficacité, elle se voyait un petit peu à plus long terme que les infiltrations de corticoïdes, c'est-à-dire en général à partir de 6-8 semaines et jusqu'à 3 mois, on est à peu près serein sur l'efficacité des acides hyaluroniques. Donc ça, on a rappelé ça, parce que ça avait été débattu et ça avait mené au déremboursement des acides hyaluroniques, ce qui avait fâché la plupart des rhumatologues en France. Et on a rappelé que ça se faisait plutôt sur un genou dit en phase froide, c'est-à-dire pas dans la poussée inflammatoire de la gonarthrose, où là les corticoïdes étaient préférables, mais ça pouvait se faire sur un genou sec, et si possible, si besoin, plutôt sous contrôle échographique par exemple, ou radiographique, si on voulait s'assurer de la bonne position intra-articulaire, mais ça c'est vraiment facultatif. Ces recommandations, elles vont pas bouleverser les pratiques, mais elles vont les conforter. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment... On a rappelé ce que font la plupart des rhumatologues et des chirurgiens orthopédistes qui prennent en charge l'arthrose du genou. C'est aussi, et ça c'est important, à destination des médecins généralistes pour qu'eux puissent savoir à quel moment adresser leurs patients. Et en gros, ce qu'on dit dans les recommandations, entre les lignes, c'est que quand le traitement résiste au traitement antalgique simple, donc antalgique de palier 1 ou palier 2, des anti-inflammatoires s'il n'y a pas de contre-indication, à ce moment-là peut se poser la question de l'infiltration. Et on a dichotomisé un petit peu genou gonflé inflammatoire plutôt corticoïde, genou sec plutôt froid. Dans ce cas-là, on fait plutôt des acides hyaluroniques sur une gonarthrose, typiquement douloureuse malgré les premiers traitements de première ligne, et dans l'idée ou l'espoir de retarder un peu la prise en charge chirurgicale chez ces malades.